Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un type de vidéo que j'aimerais bien faire plus souvent. C'est une vidéo d'analyse de livres, ou du moins je vais faire toute une partie de la vidéo où je vais vous résumer un livre qui m'a marqué, et à la fin de la vidéo je vous ferai une sorte d'analyse critique, enfin du moins ce que j'ai à reprocher à certains arguments. Il s'agit de ce livre d'André Gorz qui se nomme Bâtir la civilisation du temps libéré, qui contient 3 courts textes à l'intérieur. Donc il y a Leur écologie et la nôtre, Pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux valets et Bâtir la civilisation du temps libéré. Donc personnellement je vais surtout résumer et critiquer les deux derniers, c'est-à-dire Pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux valets et La civilisation du temps libéré, puisque leur écologie et la nôtre, je trouve que c'est des sujets qui ont plus été abordés dans la société, donc qui nous paraissent un peu plus évidents. Et ce genre de livre, je dirais que c'est un peu comme une formule de maths, c'est-à-dire que à la fois ça nous paraît évident, ça n'aurait pas pu se passer autrement, ça n'aurait pas pu s'organiser autrement comme pensée, mais à la fois on n'y avait pas forcément pensé. Je vais d'abord commencer avec la première partie qui est Pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux valets. Donc André Gorz considère que la société nous pousse à créer de nouveaux esclaves entre guillemets, ou des serviteurs, au lieu de mieux répartir le travail entre nous. Puisque en effet, notre industrialisation a permis une nette amélioration des moyens de production. Maintenant nous pouvons produire de manière beaucoup plus rapide et efficace. Par exemple, dans les années 90, par rapport à une trentaine d'années auparavant, la production a dû augmenter de 3 à 4 fois avec une nécessité horaire moindre. Et comme ces textes ont été sortis dans les années 90, ce ratio a encore dû augmenter puisque nous avons encore dû augmenter nos moyens de production, donc sûrement que notre nécessité horaire est d'autant plus moindre. Donc en France, entre les années 60 et les années 90, le volume horaire a environ baissé de 15%, alors qu'il aurait pu baisser de bien plus puisque nos moyens de production se sont beaucoup plus améliorés par rapport à ce taux de 15% qui a été baissé au niveau des horaires. Nous pourrions travailler moins si nous voulions garder la même production qu'auparavant. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait, et notamment dans les entreprises préfèrent avoir un seul employé qui est assez polyvalent et qui va travailler beaucoup plus que plusieurs employés qui seront payés moins, mais c'est quand même moins rentable pour eux et qui vont chacun travailler moins. Après, cela ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le piège allemand du chômage beaucoup moins élevé, avec plein de gens avec des emplois précaires et des temps partiels, mais qui au final les mettent dans une situation complexe. Donc la problématique de ce livre est surtout, maintenant que nous ne sommes plus obligés de travailler à temps plein, qu'allons-nous faire de ce temps? Est-ce qu'il y aura toujours ce même ciment social qui auparavant était le travail? Est-ce que les personnes vont arriver à combler leur temps par autre chose, reprendre leur autonomie en main, réaffirmer leurs tâches quotidiennes qui sont actuellement transférées vers d'autres personnes? Donc ça je vais un peu plus le détailler par la suite. Alors que les politiciens actuels, ils n'ont pas du tout ce genre de questionnement, ils ont un raisonnement plutôt à l'envers, c'est malgré la maximisation des productions, comment garder un temps de travail égal? Là j'insère une petite parenthèse qui est de ma pensée, pas de la pensée de George Gorz, je ne veux pas lui insuffler des pensées qui ne sont pas les siennes, mais si l'on voulait vraiment trouver du travail hors du travail des services dont je vais parler par la suite, eh bien nous pourrions tout simplement devenir un peu plus souverainistes, arrêter de toujours déléguer des tâches à d'autres pays et reprendre en main certaines tâches essentielles comme fabriquer nos vêtements ou certaines matières premières ou encore certaines denrées alimentaires. On ne manque pas de travail, c'est juste que pour l'instant on déleste un certain nombre de tâches que l'on ne veut pas faire à d'autres pays en les payant de manière moindre. Et donc le propos d'André Gorz est qu'il considère que notre société s'est peu à peu transformée en une société de service à la personne. Et qu'avec l'industrialisation, il y a un certain nombre de tâches qui ont pu être transférées à l'industrie. C'est ce qu'on appelle la substitution productive, c'est-à-dire que par exemple, produire ses propres vêtements, plus personne ne filait la laine, ne cousait ses propres vêtements, il y a une forme de transfert à l'industrie qui a fait cette tâche de manière beaucoup plus rapide et efficace. Et donc en 1 heure de travail, une personne pouvait acheter beaucoup plus que ce qu'il aurait pu produire lui-même en 1 heure. Et donc André Gorz se questionne, il se dit mais toutes ces notions de service à la personne, est-ce qu'il s'agit aussi de substitution productive, notamment le fait de garder des grands-parents, promener le chien,
faire le ménage de la maison, est-ce que réellement ces personnes vont le faire plus rapidement et mieux que les personnes concernées? Eh bien non, on ne va pas mieux garder les enfants d'une personne que la personne en question. On ne va pas forcément faire le ménage beaucoup plus rapidement que la personne en question. Donc il s'agit plus d'une substitution équivalente. Il s'agit d'une substitution équivalente tout simplement parce que la personne en question aurait pris environ autant de temps et d'énergie pour faire cette même tâche. Donc il n'y a pas forcément de notion de productivité là-dedans. Il s'agit juste d'une transmission d'une tâche qui lui est inculquée normalement quotidiennement à une autre personne pour un même volume horaire. Et donc cette personne, si elle a intérêt à le faire, c'est tout simplement parce qu'en général, elle gagne plus que la personne en question. Et donc ce qui fait qu'elle, en peut-être 30 minutes de son travail quotidien, eh bien, va gagner autant que ce qu'elle peut dépenser pour 1 heure de travail pour la personne qu'elle va embaucher. Ce qui fait que le ratio reste tout de même avantageux pour cette personne, pour qu'elle puisse se libérer du temps et du confort afin de pouvoir jouir plus de son existence tout simplement. Et donc à ce moment-là, André Gorz se dit mais à quel moment on considère que ces tâches-là, une autre personne mérite plus que nous de les réaliser? Et puis à ce moment-là, avec les substitutions équivalentes qui n'apportent pas réellement de plus-value à la société, eh bien il est nécessaire d'une certaine paupérisation de la société, d'une certaine dualité entre les personnes qui sont davantage riches et les personnes qui vont les servir. Puisque si le gouvernement n'essaie pas d'avantager ces personnes qui sont déjà plutôt riches et plutôt aisées, eh bien tout ce système s'effondre puisque ces personnes-là ne vont plus avoir d'avantage à embaucher une femme de ménage, une personne pour s'occuper de leur chien ou autre, vu qu'ils vont avoir exactement le même salaire en 1 heure que ce qu'ils dépenseraient en 1 heure. Donc ils n'auraient plus vraiment d'avantage à le faire, ils le feraient peut-être eux-mêmes. À moins que cette tâche ne leur semble ingrate, par exemple nettoyer leur toilette ou leur maison, peut-être qu'ils peuvent considérer qu'il s'agit d'une tâche ingrate, mais dans ce cas-là, c'est d'autant plus problématique de se dire qu'une autre personne mérite de le faire à notre place. Et donc le gouvernement va plutôt essayer d'avantager déjà les personnes qui sont aisées pour qu'elles puissent, par effet cascade, continuer à créer ces emplois de service à la personne. Et en quelque sorte, tous ces services à la personne et toutes ces sociétés ne profitent surtout qu'à un certain nombre de nantis. Mais certes, il y a un certain nombre de besoins au niveau des services à la personne, notamment dans la puériculture, dans la gériatrie, dans tout ce qui est aussi culturel, touristique, etc. Mais sauf que tant que c'est régi par l'optimisation et l'argent, eh bien toutes ces tâches ne sont clairement pas bien faites par rapport à une personne qui les gère elle-même. On pensera tous à la gestion des EHPAD ou à ce genre d'institutions qui sont clairement catastrophiques. Et donc Georges Gorz ne remet pas en question le fait qu'il faut des services à la personne, que tout simplement parfois cela est nécessaire, mais il dit qu'il ne faut pas toujours essayer de chercher une optimisation derrière. Et André Gorz rêve d'ailleurs de tout ce qui est autogestion, entraide entre voisinage, ce genre de choses, parce qu'il dit que si on libère du temps, les gens vont plus passer ce temps à s'entraider entre eux, et s'il n'y avait pas toute cette économie de services, eh bien chacun pourrait rendre des services à autrui de manière un peu plus désintéressée et sans argent, mais que pour l'instant tout est en train de se monétiser et qu'il a peur que certains domaines de la vie totalement essentiels dans l'existence comme la parentalité, comme les embryons puissent être totalement commercialisés et puis que tout devienne en quelque sorte un marché, puisque selon lui l'autonomie existentielle est une valeur très importante, chacun est censé gérer sa vie dans la limite du possible, et tout ceci crée aussi un tissu social, puisque s'il n'y a pas toute cette économie de service, eh bien on va davantage s'occuper de sa famille, de son chien, de sa nourriture, etc. Et cela va créer beaucoup plus de liens sociaux. Alors maintenant je vais vous résumer brièvement Bâtir la civilisation du temps libéré. Donc c'est un texte un peu plus court que l'autre. Déjà, il dit qu'il ne faut pas se leurrer sur tout ce qui est affirmé d'un point de vue gouvernemental, sur le fait qu'il suffit de croître d'un point de vue de l'économie et ensuite nous n'aurons plus vraiment de problème de chômage, alors que le problème est dans le système en lui-même. Car le travail peut être mieux réparti avec une homogénéisation du salaire et également une diminution du temps de travail pour chacun. Et dans ce cas-là, il serait beaucoup mieux réparti et il ne faut plus attendre une certaine finalité dans les 35 heures par semaine ou les 25 heures par semaine, puisque il n'y a pas de finalité et en plus il n'y a pas forcément de répartition horaire par semaine. Il ne faut pas se mettre de limite là-dessus. Il peut très bien y avoir une répartition horaire
journalières différentes, ou alors se laisser plus de temps d'un point de vue mensuel, avoir plus de vacances, ou encore se libérer plus d'années sabbatiques. Ça peut être réparti de plein de manières différentes, le travail. Et c'est là qu'il va repenser à tout ce qui pourrait émerger avec un temps de travail libéré, comme des réseaux solidaires autogérés, une meilleure fraternisation entre voisinage, ou encore des cercles culturels, etc. Donc maintenant je vais passer à la partie sur mes réflexions personnelles sur le livre, en toute humilité, puisque bien évidemment que George Gorz a de très bonnes réflexions et que moi j'ai pensé beaucoup moins longtemps que lui sûrement et beaucoup moins profondément. Mais déjà sur l'aspect organique de la société et de la spécialisation, je trouve qu'il n'est pas forcément une mauvaise chose du fait que certains aident autrui à s'élever. Je m'explique. Je considère que tout le monde ne se vaut pas et qu'il y a certaines personnes qui vont plus apporter à la société que d'autres. Par exemple, une personne qui est extrêmement talentueuse en art, en sciences, en artisanat, etc. Et que, imaginons qu'il y ait certaines personnes comme Einstein, Marie Curie, eh bien, il vaut mieux tout mettre en œuvre pour que ces personnes puissent avancer totalement dans leur domaine de prédilection, qu'ils puissent faire avancer la société. Et donc tout mettre en œuvre, c'est leur libérer du temps pour qu'ils puissent se consacrer à leur spécialité, à leur spécialisation qui est la science. Et donc pour cela, il faut que tout le monde s'organise autour afin que ces grosses têtes puissent arriver à s'élever. Et le tout est d'avoir une société qui met en avant ces grosses têtes et qui arrive à les identifier dès le plus jeune âge pour tout mettre en œuvre afin qu'elles puissent arriver à développer leur capacité mentale. Et je ne trouve pas cela problématique, et justement je trouve que ma vision est beaucoup plus collective pour le coup que celle d'André Gorz, qui considère plutôt que chacun a le droit d'avoir une vie agréable. Moi je considère qu'il y a une notion de société collective, et j'ai envie que cette société avance, et pour cela il faut que certains individus qui en ont les capacités soient poussés par les autres, et qu'il y ait une gestion collective de la chose. Et par exemple, si moi on me disait... tu peux être la femme de ménage de Marie Curie ou d'Einstein, je dirais oui, puisque je me dis, je suis beaucoup plus utile dans cette place-là que dans ma petite individualité à essayer de faire mon petit travail et à profiter de la vie. Je suis beaucoup plus utile à essayer d'aider des grandes personnes. Et donc je pense que réfléchir comme il le fait est beaucoup plus individualiste. Après c'est un choix en soi, mais tout dépend quelle est notre fin en soi. Par exemple, pour moi, la fin en soi, c'est surtout l'amélioration de la société, d'un point de vue technologique, artistique, etc. Avec une variable qui est le bien-être des individus, qui est tout de même importante, mais qui n'est pas la fin en soi. Alors que pour lui, la variable bien-être des individus est, j'ai l'impression, la fin en soi. Et bien évidemment, une société organique où chacun est spécialisé dans son domaine fonctionne beaucoup plus rapidement qu'une société mécanique. Après, il faut trouver un équilibre avec le bien-être des individus, bien évidemment. Après, un autre point, c'est l'aspect de concurrence internationale. Si l'on veut appliquer le rêve d'André Gorz, il faut sortir de cette mondialisation d'un point de vue économique, puisque dans la concurrence, sinon on se ferait juste totalement dominer. Il faudrait une certaine souveraineté d'un point de vue national, ce qui serait totalement possible, il faudrait une certaine autonomie, etc. Mais sauf que je pense que parfois cela est un peu utopique que de croire que l'on peut totalement sortir de cette mondialisation, s'extraire de tout cela, puisque on se fera forcément dominer un jour ou l'autre sur le plan militaire ou sur le plan scientifique, ce qui peut totalement être délétère pour notre nation. Alors personnellement, ma vision politique, c'est notamment d'être totalement autonome sur plein de points, mais de continuer à vraiment développer ces deux aspects, c'est-à-dire l'aspect scientifique et l'aspect militaire, mais je ne pense pas, d'après les sensibilités d'André Gorz, que c'est spécialement sa ligne politique. Petite parenthèse aussi sur l'immigration, puisque c'est en rapport aussi avec la mondialisation, etc. Eh bien, je pense que avec la société d'André Gorz qu'il souhaiterait avoir, l'immigration n'aurait plus forcément d'avantages économiques, puisque sur certains aspects actuellement l'immigration a un avantage économique, puisque les personnes immigrées sont au final ces serviteurs que André Gorz décrit, ce sont eux qui vont être les livreurs Uber Eats, qui vont être les femmes de ménage, etc.
Mais après, les problèmes que certains mettent en avant, c'est plus d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue économique, hormis certaines immigrations qui parfois même sont plutôt européennes, qui posent problème, mais sinon ce n'est pas le problème principal par rapport à notre société de service à la personne. Mais dans cette société-là, au final, on délègue ces tâches à ces personnes-là, enfin les bourgeois se font servir par les personnes immigrées et les font habiter dans des endroits bien écartés, bien reculés, et après les utilisent pour tous leurs services quotidiens. Et puis l'une des utopies d'André Gorz qui est de recréer des liens sociaux avec le voisinage, plein de coopératives d'autogestion, bien évidemment que moi aussi j'en rêve, mais je ne sais même pas s'il est possible de faire ce retour en arrière dans certaines villes, parce que dans certains villages c'est encore le cas, mais dans certaines villes on ne connaît pas ses voisins, et en quelque sorte c'est en partie la faute de tout cet aspect moderne et mondialisé par rapport à Netflix, les jeux, les réseaux sociaux. Chacun se renferme un peu sur lui en ayant une impression de sociabilité, mais en réalité reste dans son appartement à parler avec d'autres personnes sur Discord, et je suis la première personne à qui jeter la pierre, mais on crée beaucoup moins de liens avec toutes les personnes de proximité. Donc il faut vraiment essayer de faire cet effort, mais aussi changer la nature même de la société qui nous pousse à faire ça. Et c'est pour cela que je suis un peu inquiète sur certains points, notamment le fait que si l'on diminue le temps de travail des individus, je ne sais pas s'ils l'utiliseront à bon escient. Et j'ai bien plus l'impression qu'il s'agira de l'inverse, que chacun va passer plus de temps sur les réseaux sociaux, à regarder des séries, ce genre de choses, et ce n'est pas le but. Le but d'André Gorz est que chacun crée plus de liens en ayant du temps libéré. Donc à moins qu'on l'on force les gens, mais cela deviendrait un peu plus autoritaire et ce serait un peu étrange de forcer les gens à s'occuper de leur vie. Mais sinon, je suis un peu négative par rapport à certains aspects. J'ai peur que ce soit pas aussi utopiste qu'ils ne le croient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo, j'essaierai d'en faire d'autres. Et à bientôt!